Bonjour chez vous. Merci de nous suivre partout à Goma et dans toutes les parties de la province du Nord Kivu. Sur Kivu 1, il est 9h dans notre studio Blé Majorel de Lumière, l'heure à laquelle vous avez l'habitude de suivre votre émission de chaque dimanche. Qui est-il? Eh bien, KMB Vitalido. Je présente cette émission aujourd'hui à la place de Magloire Paloukou qui est malade, à qui nous disons déjà bon rétablissement de santé. Ce dimanche, notre invité c'est Monsieur José Massoudi Barouani. Il est le directeur provincial de l'Institut national des préparations professionnelles, l'INPP, qui a réussi une première en format des victimes des viols et des jeunes des groupes armés. Alors, qui est José Massoudi Barouani et c'est quoi l'INPP? À découvrir tout à l'heure dans Qui est-il de 9h à 11h. Il est déjà dans ce studio avec nous, monsieur José Massoudi Barouani. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est un honneur de vous recevoir dans ce studio aujourd'hui. Alors, nous allons commencer déjà avec cette émission. Qui est-il et qui sont-ils? Dans la première partie, on va savoir qui vous êtes réellement, depuis quand vous avez commencé cette carrière et votre situation familiale et tout ce qui concerne votre biographie. Alors, est-ce qu'on peut savoir déjà où est né monsieur José Massoudi Barouani? Depuis quand? À quelle date? Parlez-nous un peu de votre naissance. Voilà, au jour d'aujourd'hui, j'ai un peu vieilli. J'ai dépassé la cinquantaine. Je suis né à Kassongo, un territoire du Maniema, le 5 juillet 1963. Donc aujourd'hui, 52 ans, presque. Donc j'ai pris de l'âge, hein, voilà. Et j'ai grandi là-bas, j'ai étudié à l'école primaire, dans une école catholique. Et c'est l'école primaire Ngene garçon, parce qu'il y avait aussi Ngene filles pour les jeunes filles. Je suis allé au cycle d'orientation, CO à l'époque. Et c'est le CO Kienge, toujours à Kassongo. Quand j'ai terminé le CO, je suis allé au collège Saint-Henri, Institut Mala aujourd'hui. Et c'est là que j'ai terminé en 1983 la section pédagogique, que j'ai terminé d'ailleurs parce que j'étais un peu turbulent à l'école. J'ai commencé par la biochimie. Je suis arrivé en 5e biochimie, mais à cause de la turbulence, j'ai connu des problèmes, oui. Comme tous les enfants. Oui, oui. J'ai connu des problèmes et on m'a renvoyé. Mais j'ai réussi la 5e pour passer en 6e. Comme on m'a renvoyé, il n'y avait pas plusieurs sections biochimie dans la contrée. Il a fallu que je me reconvertisse en pédagogue. C'est comme ça que je suis allé faire la section pédagogique. Et j'ai terminé avec succès, c'était 67%, j'étais le premier du centre. Vous avez fait la pédagogie par contrainte alors? Par contrainte, oui. Parce que ça, c'est aussi un élément que je peux signaler en passant aux enfants, qu'il faut respecter, il faut être discipliné à l'école. Moi, je ne tenais pas à être pédagogue, mais je suis pédagogue, j'ai le diplôme de pédagogie aujourd'hui, mais ma base est scientifique. Alors c'est depuis quelle année que vous avez obtenu ce diplôme en pédagogie? En 1983. En 1983. Ouais. Et vous avez poursuivi vos études universitaires? Oh oui, j'ai poursuivi les études universitaires. Bon, quand je faisais la section pédagogique en 6e, j'ai connu un professeur qui venait de l'université de Kisangani, un enseignant de psychologie qui s'appelait Kapouya. Aujourd'hui, il travaille à la DGI Sud Kivu. Kapouya, la façon avec laquelle il m'a enseigné la psychologie, ça m'a attiré. Ça m'a attiré. Il a tellement motivé
Il a tellement motivé et cette psychologie, et à telle enseigne que j'ai senti le besoin d'être psychologue. C'est comme ça que je suis allé à Kisangani, et là où j'ai poursuivi mes études universitaires, 83-89. Et j'ai obtenu la licence en psychologie du travail. Voilà. Et juste quand j'ai terminé ma licence, parce qu'il y avait beaucoup de choses, pendant que j'étais en train de faire mes études en psychologie, à l'époque nous étions de la JMPR estudiantine, parce que à l'époque, vous savez, à l'époque de Mobutu, Olingate, Ozana MPR. Voilà. Alors nous étions de la partie, on a chanté les Djalelo, on a chanté tout ça. Voilà, j'étais de la JMPR estudiantine. Et nous étions des collaborateurs extérieurs du service national d'intelligence et de protection, SNIP, n'est-ce pas? Aujourd'hui ANER. Oui. Bon alors, cette collaboration m'a amené à faire le service militaire. Pendant ce temps, j'étais à la rive gauche, au camp Lukosa, 41e brigade commando de choc, et j'ai fait le service militaire. Ça, c'est une confidence que beaucoup de gens ne maîtrisent pas. Voilà. Donc j'ai fait le service militaire là-bas. Donc, et pour devenir inspecteur en renseignement civil, il fallait être commando. C'est comme ça que nous avons fait ça. Et on n'a pas demandé la permission des membres de la famille, des parents. On l'a fait vraiment sous l'ombre. Et j'ai terminé sous-lieutenant. Et j'étais là comme commando civil. Oui. Voilà, on les appelait les hiboux. Les hiboux à l'époque. Voilà, c'est ça. Et j'ai travaillé dans les renseignements. Et pendant ce temps, quand je terminais, il y avait aussi, parce que j'avais passé mon stage de deuxième licence, et le stage académique à l'Institut national de préparation professionnelle à Kisangani, en psychotechnique. C'est là que c'est ce service-là qui m'a accueilli pour le stage. On a voulu recruter un psychotechnicien. Et j'ai été informé, parce que au SNIP, nous on travaillait de 20h à 4h30 ou 5h. Donc toute la journée, on pouvait avoir la possibilité de faire autre chose. C'est comme ça que j'étais recruté à l'INPP en 1990 comme psychotechnicien. Et j'ai dû évoluer. Au même moment que j'étais au SNIP, j'étais à l'INPP. Voilà. Alors, revenons un peu sur votre enfance. Vous avez dit, vous avez passé beaucoup de temps à Kasongo, c'est ça? Oui. Et c'est là où vous avez passé beaucoup de temps avec les parents. Est-ce qu'on peut savoir, à l'époque, les parents travaillaient où, ils faisaient quel travail, et leur occupation en fait? Oui, mon père, c'était un agent de l'État. Un agent de l'État, il était secrétaire au territoire. Secrétaire au territoire, et il était aussi à un certain moment greffier au tribunal du territoire. Voilà, donc mon père c'était un agent de l'État, ma mère elle était toujours ménagère, elle s'occupait de nous. Comme moi je suis aîné d'une famille nombreuse, bon voilà, ma mère ne faisait que s'occuper de nous. Vous savez, à l'époque, les bonnes mamans n'allaient pas au bureau. Les bonnes mamans, c'est celles qui avaient leurs enfants, qui faisaient les ménages, qui s'occupaient de l'éducation des enfants. Et nous avons connu notre maman qui est à Bukavu aujourd'hui, rendre visite à sa fille qui travaille là-bas. Bon, cette maman nous a encadrés de cette manière. Notre papa qui faisait tout le temps le service, l'agent de l'État, avec un statut particulier parce qu'à l'époque, il n'avait pas, il ne vivait pas comme on est en train de vivre aujourd'hui. Et c'était presque un patron dans son quartier. Voilà. Oui, alors, est-ce qu'un peu une petite description de Kasongo en général, ça se trouve dans quelle province aujourd'hui? C'est un village, c'est un faubourg, c'est une cité aujourd'hui. Et quels souvenirs vous gardez de ces villages? Voilà. Kasongo, c'est un territoire.
un territoire de la province du Kivu à l'époque, le Grand Kivu, Oui. qui avait les districts du Nord Kivu, district du Sud Kivu et les districts de Maniema. À l'époque, on a tenté ce qu'on est en train de faire aujourd'hui avec d'autres provinces, et on a scindé la province du Kivu en 3 provinces. Province du Nord Kivu, province du Sud Kivu et province du Maniema. Je crois que cette histoire, vous la connaissez. Alors, la province du Maniema a des territoires, entre autres territoires, les territoires de Kasongo. Alors moi, j'ai vécu et je suis né à Kasongo territoire. C'est là que j'ai vécu. Et c'est là que j'ai vécu. C'est un territoire de la province du Maniema, l'actuelle province du Maniema. Alors, monsieur José Massoudi, revenons un peu dans votre cursus, Oui. votre parcours. Vous avez dit que vous avez fait l'armée. Oui. Vous avez fait l'armée, l'unité des commandos à l'époque. C'était à l'époque de Mobutu. 40e brigade commando de choc. 40e brigade commando de choc. Vous appelez les hiboux. Voilà. Alors, dites-nous un peu pourquoi vous avez fait l'armée seulement pour devenir un agent de renseignement, ou c'était une vocation, c'était un appel qui serait sorti de vous? Bon, d'abord, c'était dans mon esprit. C'était dans mon esprit que je puisse travailler pour mon pays. Et ça reste dans ma tête jusqu'aujourd'hui, que je puisse travailler pour mon pays. Et l'opportunité que j'ai eue de travailler dans les renseignements, n'est-ce pas, et les conditions que je devrais respecter, c'est-à-dire d'être militaire, moi je crois qu'il ne fallait pas que je puisse m'en abstenir. Il fallait accepter, et j'ai accepté de bonne foi, pas par contrainte. Alors. Et alors, vous avez fait combien de temps dans cette armée? Bon, j'ai eu la formation, pas pour travailler comme militaire. J'ai été formé comme commando qui devrait travailler dans les renseignements. Voilà, c'est comme ça que j'ai évolué. Et le service de renseignement tel que j'étais en train de vivre à l'époque, je ne pouvais pas dire à beaucoup de gens qui j'étais. Il fallait qu'on me connaisse tel qu'on me connaissait la journée. Il ne fallait pas qu'on me connaisse tel que j'étais. Voilà, donc il ne fallait pas informer beaucoup de gens. Et voilà, aujourd'hui j'en parle parce que je suis en train de passer au 3e âge. Voilà. Ça y est, vous avez le temps de porter une tenue, ou c'était seulement en civil que vous travaillez? La nuit là, quand on travaillait, il y avait des moments où on devrait être nécessairement en tenue parce qu'il y avait des opérations à faire. Bon, et des fois on est, et d'ailleurs dans la plupart des cas, en tenue civile. Alors, vous avez quitté l'armée juste après Mobutu, ou vous avez continué? Bon, après ça, j'étais à l'INPP, j'ai quitté l'INPP en 95 parce que après les pillages là, ça ne faisait plus beau vivre, et j'ai quitté au même moment les renseignements parce que c'était devenu dur. Il fallait la paye, ça ne donnait plus, et là je suis allé faire le diamant. Mais je suis rentré dans l'armée parce qu'ici à Goma, il y a beaucoup de gens qui me connaissent et qui me connaissent que j'ai opéré aussi ici. J'ai terminé par être policier à l'époque du RCD. Donc j'ai quitté là à l'époque de la réunification, n'est-ce pas? J'étais capitaine. Bon, alors j'ai quitté pour rentrer dans la vie civile. Parce qu'ici aussi, j'ai travaillé dans les renseignements. Je suis inspecteur de l'ANER. Et nous avons travaillé avec les amis pendant la période du RCD. Bon, alors j'ai dû laisser parce que ça ne faisait pas beau vivre. Je suis rentré à l'INPP. Bon, et j'ai évolué comme ça. Alors, ce sont de très bonnes révélations que nous venons de connaître déjà. Et dans la police, vous avez fait beaucoup de temps? Bon, dans la police, c'était presque 2 ans, 2 ans ici à Goma, et que j'étais policier. Même le colonel Françoise m'a dirigé ici, elle m'a commandé. Voilà, elle m'a commandé. Et vous aviez quel grade dans la police? Capitaine. Voilà, parlons un peu de vous, votre situation familiale. Monsieur José Massoudi est-il marié? Il est père de famille, ou il ne l'est pas encore? Oui, je suis marié depuis le 12 septembre 1992. Depuis le 12 septembre 1992. À une seule femme, Mouloko Faïda Bibiche. Oui, nous avons connu des hauts et des bas, et nous avons avec elle plusieurs enfants. Et la plupart, ce sont des garçons. Je n'ai qu'une seule fille, ma fille bien-aimée, Esther. Esther Massoudi Safi. C'est elle la fille unique. Sinon, les autres enfants que j'ai 7 enfants, dont 6 des garçons. Alors, vous, dans votre situation, vous voulez que ces enfants deviennent comme vous un jour, ou qu'ils puissent emboîter votre pas? Bon, en fait, chacun sa destinée.
chacun a ses destinées, mais la volonté d'un père est d'amener les enfants à la réussite, et à vivre mieux, et à servir le plus possible. C'est pour cette raison d'ailleurs que je leur prêche mon Seigneur, que je leur prêche Jésus que j'ai cru depuis 2004. Alors, 2004. Votre foi, votre confession, vous êtes chrétien, vous êtes... Oui, avant que je ne croie à Jésus-Christ comme je l'écris en 2004, parce que je suis un chrétien de l'église évangélique de la Restauration, Restoration Church. Oui. Bon, avant que je ne croie à Jésus-Christ à cette période-là, j'étais païen. J'étais païen, vous voyez tout ce que je suis en train de vous dire là, que j'étais dans les renseignements, j'étais dans l'armée, j'ai fait ceci, j'ai fait cela. Bon, tout ça, j'étais païen. J'étais païen. Quand j'ai cru, ça m'a donné aussi l'intérêt à laisser beaucoup d'autres choses et à me garder comme chrétien. Et c'est dans cette vie-là que je suis en train de m'efforcer à éduquer mes enfants et à évoluer comme chrétien. Alors, on parle de votre carrière. Vous êtes depuis quand dans l'INPP et votre évolution dans votre métier? Depuis quand vous êtes dans l'INPP en tant que directeur provincial d'abord au Nord Kivu, mais aussi comment vous avez intégré l'INPP? Vous nous avez dit que c'est il y a longtemps à Kisangani. Maintenant, on veut savoir ce parcours qui a évolué, parce que vous avez dit que vous avez quitté à l'époque l'INPP, vous êtes parti, revenu capitaine et puis policier. Et comment vous êtes encore arrivé à revenir dans l'INPP pour être ce que vous êtes aujourd'hui comme directeur provincial au Nord Kivu? Voilà, comme je vous l'ai dit, je suis entré à l'INPP par un test quand j'ai terminé les études. Bon, j'ai évolué en 95, j'ai dû quitter l'INPP parce que ça ne faisait plus beau vivre, n'est-ce pas? Après les pillages, vous savez, nous qui vivons des cotisations patronales, les entreprises ne pouvaient plus cotiser. Et par conséquent, il n'y avait plus de salaire. Et ça pouvait amener quelqu'un à de mauvaises pensées. C'est à l'époque là que le diamant faisait fureur à Kisangani. Alors je me suis lancé dans le diamant comme tout jeune, parce que j'étais encore trop jeune. Aujourd'hui j'ai vieilli, mais hier j'étais jeune. Alors comme tout jeune qui a besoin de vivre mieux, j'ai pensé que faire le diamant, acheter le diamant et revendre pouvait me faire de l'argent. Et je pouvais, en ayant l'argent, je pouvais bien vivre. C'est comme ça que je suis allé dans le diamant. Mais quand je suis arrivé ici dans l'armée, la police, bon, c'était aussi à la période où on faisait la réunification des institutions, des établissements publics, des entreprises de l'État. Parce que à l'époque, le pays était fractionné presque en républiquette. Il y avait la partie dirigée par l'ancien gouvernement, le RCD-KML, le MLC. Alors, comme j'étais ici, la partie dirigée par le RCD ici, Goma. Bon, alors, à la réunification, il fallait ramener toutes les entreprises à un seul commandement. Et c'est comme ça que l'ancien directeur, paix à son âme, le directeur Ngotoma, avec qui nous étions engagés à l'INPP à Kisangani, qui était désigné par le RCD ici, le RCD qui gérait aussi Kisangani, qui était désigné comme directeur, et a préféré à ce que nous puissions être avec lui, et parce que l'ADG Maurice Chikuya, mon ADG qui est à Kinshasa, lui a suggéré cela. Il lui a suggéré qu'il puisse travailler avec Massoudi, mais il a dit, mais Massoudi s'occupe d'autres choses, mais il faut d'abord le contacter. C'est comme ça qu'on m'a contacté. Bon, parce que j'étais déjà en train de prier, j'avais déjà cru au Seigneur Jésus, et je me suis dit, c'était une opportunité, peut-être une grâce que Dieu me donne encore, pour que je puisse rentrer dans la vie civile. C'est comme ça que je suis revenu. J'ai accepté de rentrer à l'INPP comme adjoint technique. Et en rentrant à l'INPP comme adjoint technique, nous avons relancé les activités. Nous avons fait avec le directeur Ngotoma et avec d'autres collègues qui sont encore ici à Goma, nous avons fait le travail. Et comme c'était dans le plan de Dieu, il a préféré à ce que en 2008, en octobre 2008, que je sois nommé directeur provincial. Et j'ai été nommé directeur provincial. Mon prédécesseur a été rappelé à Kinshasa pour d'autres activités. Aujourd'hui, il est déjà décédé, paix à son âme, comme je l'avais dit.
Voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvé directeur provincial ici et j'ai évolué jusqu'à vous faire voir ce que nous sommes en train de faire à l'INPP aujourd'hui. Voilà. Alors, par rapport aux années passées, à l'INPP, depuis 2008, vous êtes à la tête de la province du Nord Kivu à l'UNPP. Et est-ce qu'il y a une certaine évolution qui s'observe chaque fois ou chaque année depuis que vous êtes au bâton de commandement de cette institution de l'État? Bon, je vais profiter ici, avant de répondre à cette question, de dire merci à tous mes collaborateurs. Parce que le fruit du travail que vous êtes en train d'observer là, c'est la conjugaison des efforts des uns des autres. Parce que nous, à l'INPP, nous savons que nous sommes une équipe de football et chacun a son rôle là-bas. Et moi, je suis directeur, j'ai mon rôle et chacun a son rôle. Et je dois présenter tous mes remerciements à tous mes collaborateurs de l'INPP, mes adjoints directs et tous les collaborateurs qui chacun est en train de faire son travail. Et je les encourage à faire autant dans l'avenir parce que moi je suis en train d'aller vers ma retraite et je peux les laisser parce que la plupart ce sont des jeunes. Bon alors, l'INPP, nous avons commencé l'INPP comme toute entreprise au début, qui n'avait pas vraiment de matériel, qui n'avait pas de moyens, qui n'avait rien. Et à un certain moment, nous avons évolué. On a été locataire. On a été locataire ici à Birere. Nous avons loué un espace. Nous étions là, mais nous avons eu des difficultés avec cet espace-là pour remplir notre mission, qui est la formation professionnelle. Et nous nous sommes dit qu'il fallait quitter cet endroit pour aller vers là où était Cap Tuneko. Je crois que vous voyez l'endroit, Cap Tuneko. C'est là que nous sommes allés en diagonale de la police spéciale pour la protection de la femme et de l'enfant. Et nous sommes allés là et nous avons pensé qu'on avait trouvé un espace qui pouvait servir de la formation professionnelle normalement. Et nous avons commencé à travailler. Et quelques temps après, parce que nous étions des locataires, et j'en profite pour dire merci aussi aux représentants de la CBK qui nous a toléré malgré les insuffisances parce qu'on n'avait pas suffisamment de moyens pour payer chaque mois les loyers. On avait aussi des retards de paiement, mais ils nous ont pris à cœur comme des serviteurs de Dieu. Je les remercie en passant. Alors, et une idée m'est venue en tête que nous sommes dans une entreprise de l'État et il fallait que cette entreprise ait une place finalement et que nous puissions construire parce que on ne peut pas rester des locataires éternels. C'est comme ça qu'avec le concours de mes collaborateurs, nous nous sommes dit nous nous sommes mis d'accord qu'il fallait avoir de l'espace. Parce qu'on ne pouvait pas le faire de nous-mêmes, nous avons demandé l'autorisation auprès de notre chef Maurice Chikuya Kayembe, notre ADG actuel. Nous lui avons demandé l'autorisation, il nous a donné parce que on lui a demandé sincèrement et nous avons une autonomie de gestion. Il nous a donné la possibilité d'acheter des terrains et nous sommes allés dans l'espace Kankatindo, donc en face de la force navale actuelle, 33e groupement naval. Et des jeunes gens de Goma, et à qui j'ai dit merci aussi, ils nous ont acceptés. Ils nous ont acceptés parce que nous avons des relations, ce sont des patriotes aussi. Je leur avais dit, est-ce que vous avez des parcelles à cet endroit? Est-ce que vous pouvez nous aider à avoir de l'espace? Ils ont commencé à nous vendre des parcelles. Je ne cite pas leurs noms ici, mais ils se connaissent. S'ils me suivent, ils sont en train de voir déjà mes remerciements. Et ils nous donnaient parfois certains terrains à crédit. À crédit, on payait conformément à nos moyens. C'est comme ça que nous avons conçu un projet de construction qui a été soutenu par notre directeur général, M. Chikuya Kayembe. Et nous avons obtenu un financement du fonds de contrepartie du ministère du Plan, notre gouvernement. Et ce fonds de contrepartie provenait du gouvernement japonais et pour construire un bâtiment. C'est alors que nous nous sommes dit, mais le plan là que nous avons présenté, c'est un petit bâtiment. Il fallait l'agrandir davantage. Et comme nous avons aussi des ressources
provenant des cotisations patronales. Et je crois que nous pouvons, au même moment que nous avons ces financements, ajouter nos moyens pour faire quelque chose d'acceptable. C'est alors que nous avons commencé le projet de construction. Et ce projet de construction nous a pris du temps. Et ça nous a pris du temps. Nous avons même été bloqués à un certain moment par l'entrée du M23. Parce qu'à l'entrée du M23, et pour ceux qui peuvent connaître quelque chose, nous avons connu des sévices terribles. Et on nous a pillé systématiquement. Parce que ce jour-là, le jour de la sortie du M23, on nous a pillé systématiquement de 9h de 8h30 presque à 13h30. On ne faisait que faire partir le matériel de construction. Voilà. Et nous pensons que ceux-là qui avaient pris n'avaient pas su que l'INPP est apolitique d'abord, et puis au profit de tout le monde. Parce que tout celui qui peut diriger aura besoin de la formation professionnelle pour donner l'employabilité aux jeunes, les jeunes qui sont forts aussi pour nous amener les menaces. Donc, s'ils ne sont pas occupés, ça constitue un danger. Alors, nous, l'INPP, nous sommes là pour ça. Et alors, quand on nous a pillés, nous avons été bloqués à un certain moment. Il a fallu relancer encore les contacts. Et c'est comme ça que, petit à petit, avec le soutien des autorités tant provinciales que nationales, nous avons réussi à terminer ces bâtiments qu'on a inaugurés le 25 juin dernier. Alors, restons sur votre biographie, parlant de vous. Est-ce que, à part toutes ces formations que vous avez faites, les formations que vous avez fréquentées, il y a d'autres formations professionnelles ou sociales que vous avez faites en dehors des études? Oui, bon, d'abord, j'ai en 2007, je suis allé continuer encore une autre filière. Je suis allé faire le droit au CIDEP. Donc là, je suis gradué en droit privé et judiciaire. Gradué en droit privé. Oui, je n'ai pas pu continuer la licence vu mes responsabilités parce que je n'avais plus le temps matériel. Et je me suis dit qu'avec ça, je risque de tromper les gens que je suis en train d'étudier pendant qu'en réalité, il n'en est rien. Et le droit là, je ne cherchais plus la licence. Je cherchais seulement à avoir beaucoup plus d'informations dans la gestion. Parce que quand vous êtes en train de gérer une entreprise, il faut connaître aussi certaines matières de droit. C'est vraiment le droit administratif et c'est vraiment très très intéressant. Alors j'ai dû apprendre ça. Je suis gradué en droit privé judiciaire. Et en dehors de ça, je suis allé à Turin, en Italie, pour suivre la gestion des ressources humaines par compétence. Donc c'est une formation que l'INPP m'a donné pour que je puisse être davantage efficace dans la gestion des hommes. Et dernièrement, je suis revenu du Japon, là où j'ai suivi une formation de gestion des établissements de formation professionnelle. Voilà. Alors, on va revenir avec vous pour parler de l'INPP. C'est quoi l'INPP? La création de l'INPP, l'historique, l'implantation au Nord Kivu et tout ce qui concerne l'INPP. Nous rappelons que dans cette émission, qui sont-ils? Nous sommes avec Monsieur José Massoudi Barouani. Il est le directeur provincial de l'Institut national des préparations professionnelles. Il nous a révélé qu'il est licencié en psychologie et en même temps gradué en droit privé judiciaire. C'est ça. Alors, nous allons revenir après quelques minutes pour la deuxième partie de cette émission. Qui est-il? Qui sont-ils? Je suis KMB Didon Vita. Je présente cette émission ce dimanche à la place de Magloire Paluku qui est malade et qui ne se sent pas bien, à qui nous disons déjà bon rétablissement de santé.
sélection qui est-il sur Kivu 1 avec une grande équipe, David Bichweka à la réalisation radio et Victor Opango qui est à la régie. Nous revenons pour cette deuxième partie avec monsieur José Massoudi. En fait, l'Institut national de préparation professionnelle que les gens connaissent aujourd'hui, que les gens voient avec un joli bâtiment à Katindo, c'est quoi réellement l'INPP? L'INPP, c'est un établissement public aujourd'hui qui a été créé le 29 juin 1964. Vous savez, la colonisation que nous avons eue des Belges, nous n'avons pas été suffisamment formés. C'était la politique coloniale belge, les historiens savent ça, c'est le paternalisme. Donc ils nous considéraient toujours comme des enfants qui devaient toujours solliciter tout de leur côté. Donc il fallait que nous soyons dépendants éternellement. Et c'est ça même qui a créé des problèmes. Et notre indépendance qui était jugée précoce. Voilà. Donc à l'indépendance, il n'y avait pas suffisamment de cadres qui pouvaient gérer ces pays. Et quand on a remarqué ça, quand le gouvernement s'est rendu compte qu'il n'y avait pas de gens qui pouvaient gérer correctement le pays, des techniciens, pour remplacer, je m'excuse, pour remplacer valablement les techniciens belges qui étaient déjà en train de partir, le gouvernement s'est rendu compte qu'il fallait former rapidement certains cadres congolais. Mais les former rapidement, ce n'est plus leur donner le temps d'aller faire 5 ans à l'université parce que ça allait prendre du temps. C'est comme ça que on a pensé vite, avec le concours du Bureau international du travail, de BIT, du PNUD, de créer l'Institut national de préparation professionnelle. Une institution qui devrait vite former les cadres moyens et des cadres de collaboration, des techniciens, pour permettre à combler le vide. C'est comme ça qu'on a créé cette institution à l'époque. Voilà. Et cette institution a dû évoluer. La mission qu'on avait donnée à cette institution, c'était la formation professionnelle. Former les gens en métier. Leur donner les compétences nécessaires pour répondre aux besoins de l'environnement, aux besoins du développement du pays. C'est comme ça que l'INPP est né. Et aussi, faire la reconversion professionnelle. Parce qu'il y a des gens qui pouvaient, pour une raison ou une autre, être amenés à changer de métier. Par exemple, quelqu'un qui était chauffeur, qui a un accident, qui connaît une fracture à sa jambe. Et cette personne, qui a encore de l'âge, on peut la reconvertir pour qu'elle devienne secrétaire. Et c'est l'INPP qui devrait donner toutes ces formations. Voilà un peu la raison pour laquelle l'INPP a été créé à cette date-là. Et ça a évolué. Les jeunes gens qui avaient une culture de l'enseignement secondaire, même de l'enseignement universitaire, il fallait les préparer à accéder à l'emploi, à vivre les pratiques du monde professionnel. Et ces pratiques-là ne pouvaient être apprises que par une institution comme la nôtre. Voilà un peu les missions qu'on avait assignées à l'INPP à l'époque. Et là, nous sommes en train d'évoluer même. Et nous sommes même en train d'aller donner d'autres formations qualifiantes, en dehors des formations continues, et qui s'adressent, bien entendu, à des personnes qui sont déjà dans les métiers, qui doivent se perfectionner davantage, et qui doivent améliorer leurs connaissances pour augmenter le rendement. Voilà un peu l'INPP. Alors, vous pouvez me dire quels sont les genres, ces catégories de personnes que vous formez là-bas chez vous à l'INPP, parce que vous avez dit ce sont des personnes qui doivent se perfectionner dans leur travail. Oui, et tous ceux-là qui proviennent, qui sont dans les entreprises, qui sont en train d'exercer au jour le jour leur travail, qui sont dans le métier. Tous les professionnels. Et ils peuvent venir se perfectionner à l'INPP. Aussi, des personnes indépendantes, des personnes en quête d'une qualification. Comme chez nous, au Nord Kivu ici, vous savez, depuis 1994, nous avons connu des atrocités énormes et qui n'ont pas permis à ce que tout le monde aille à l'école. Or, aujourd'hui, l'école, c'est la clé, presque la clé de la vie.
Et tout le monde pense qu'en allant à l'école, on peut retourner avec un diplôme qui peut donner accès à l'emploi. Donc on peut retourner avec une qualification. Alors cette qualification-là, comme la plupart des jeunes n'ont pas réussi à accéder à l'école, pas parce qu'ils ne voulaient pas, mais parce qu'il y avait des problèmes de guerre, il y avait trop de problèmes, parce que jusqu'aujourd'hui, même dans certains milieux, à Rutshuru, à Masisi, à Walikale, on ne peut pas savoir étudier à cause de l'insécurité. Bon, alors, ces jeunes-là ont besoin d'une bonne vie, ont besoin de vivre mieux. Et c'est leur droit, parce que ce sont des personnes humaines créées par Dieu. C'est leur droit. Alors l'INPP est là pour leur donner l'employabilité, une qualification. C'est ce que nous appelons les formations qualifiantes. On va leur donner une qualification et on leur donne, chez nous, une qualification qui va leur donner un métier déterminé. Ils peuvent devenir carreleurs, ils peuvent devenir menuisiers, ils peuvent devenir maçons, ils peuvent devenir informaticiens, voilà. Et là, ça peut leur permettre de s'intégrer dans la société, de vivre mieux, de prendre en charge leur famille, de participer au développement de notre province, de notre pays. Voilà. Alors, quand on voit l'INPP Nord Kivu, c'est un fruit de beaucoup de travail, de votre part et de la part de toute votre équipe. Oui. Est-ce qu'on peut savoir l'évolution depuis l'implantation de l'INPP Nord Kivu jusqu'à aujourd'hui? Y a-t-il quelques évolutions qui sont observées, qui sont constatées? Comment est-ce que l'INPP a commencé ici au Nord Kivu jusqu'à arriver à ce stade actuel? Oui, le fait qu'il y a eu des problèmes politiques, tels que le RCD s'opposait au gouvernement, s'opposait au RCD KML, s'opposait au MLC, et la partie ici était gérée par le RCD Goma. Et le RCD Goma qui était presque une république, donc la partie était considérée comme une république ici. Et il fallait que toutes les institutions soient établies. Et les institutions qui se retrouvaient au niveau de la capitale à Kinshasa soient représentées ici à Goma. C'est comme ça que l'INPP aussi, comme institution nationale, devrait aussi être ici à Goma. Et les autorités du RCD ont pris cette décision en 2001 d'installer l'INPP à Goma. On a nommé le directeur Ngotoma Basakenda, Victor, comme directeur provincial au Nord Kivu. Et au même moment, à Butembo, il y avait le RCD KML, Mbusa Nyamusi, a aussi ouvert un bureau là-bas. Le bureau qu'on a ouvert ici, c'était presque une direction générale. De cette contrée. C'est ici que on dirigeait l'INPP à partir de Goma. Voilà. Et alors, lors de la réunification, quand nous avons réintégré encore l'INPP, il fallait maintenir les bureaux créés par les mouvements rebelles. Et on les a maintenus comme ça. Et nous tous, nous dépendions maintenant de Kinshasa. Comme qui dire, les mouvements rebelles, en étant installés, il y avait aussi des avantages et des inconvénients. Pour l'INPP, l'installation du RCD, c'était un avantage. Parce qu'on a créé un bureau à Goma, sans suivre les normes de création des bureaux de l'INPP, mais on a créé tout de même. Mais c'était aussi une sous-branche à l'époque de la direction de Kinshasa où c'était autonome? Non, c'était autonome. L'INPP ici, c'était autonome, en étant créé par le RCD Goma. Oui. Même l'INPP à Butembo, créé par le RCD de Moussa Nyamwisi, c'était autonome, c'était presque une direction générale. Parce que la contrée était considérée comme une république à part entière. Mais c'est quand on a fait la réunification que l'INPP Goma est devenue branche de l'INPP national, de l'INPP sur l'ensemble de la République. Voilà. Et c'est comme ça que nous avons retrouvé l'INPP Goma, mais auparavant il n'y avait que l'INPP Bukavu, l'INPP du Kivu. Oui. Voilà. Donc basé à Bukavu. Et il y en a encore, qui était la direction provinciale du Kivu. Du Grand Kivu. C'était pas encore scindé. Voilà. Alors, comme tout concourt au bien de ceux qui aiment l'Éternel, bon, moi je l'ai dit parce que je suis chrétien et c'est ce que dit la Bible, le mouvement rebelle a créé la direction du Nord Kivu
à Goma, on a créé la direction à Butembo, qui sont devenus des bureaux. Aujourd'hui, cette direction est devenue direction provinciale pendant qu'elle était une direction nationale. Voilà. Et le bureau, la direction de Butembo, qui était une direction nationale, est devenue bureau de liaison. Et nous en avons profité pour créer aussi un bureau de liaison à Beni. Parce que Beni, c'est un grand centre qui a beaucoup d'entreprises et qui a beaucoup de jeunes et qui sont en quête de l'emploi, qui sont en quête de la qualification. Voilà. Et dernièrement, l'année passée, nous avons créé aussi un bureau de liaison à Rutshuru. Et je vous dis en passant que le bureau de Rutshuru, bientôt là, aura un financement du Japon. Et nous allons construire un bâtiment là-bas. Et nous allons ouvrir des filières adaptées à ces milieux de Rutshuru, un milieu des entrepreneurs, un milieu de personnes qui ont la chaleur de la vie. Voilà. Alors, INPP au Nord Kivu est également présent à Massissi, à Walikale. Bon, à Massissi, bientôt là, nous sommes dans des pourparlers avec la direction générale. Nous sommes en train d'envisager la création des bureaux. Mais nous avons déjà un terrain à Massissi, à Sake. Nous avons un terrain à Walikale, qui a déjà un certificat d'enregistrement. Donc, je suis en train de mener les démarches. Déjà le début de l'année prochaine, je vais me rendre à Walikale et à Massissi Centre pour faire des prospections. Parce que pour ouvrir un bureau, comme je vous l'ai dit, il y a toujours une procédure. Il faut faire la prospection, voir est-ce que le bureau sera viable. Est-ce que le bureau va mener ses missions normales. Voilà, donc il faut mener toutes ces études-là. Je vais le faire à partir du 15 février, l'année prochaine. Alors, par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu, si vous avez dit, en 2016, en mois de février, vous allez faire une étude sur Massissi et Walikale. Oui. Pendant ce temps, est-ce qu'il y a certains jeunes qui quittent Massissi, qui quittent Walikale et qui viennent suivre une formation ici? Bon, les jeunes qui quittent Massissi Walikale, ils ne s'identifient pas comme tels, mais nous allons à Massissi Centre, nous donnons des formations à Massissi Centre, nous donnons des formations à Walikale, et je vous dis aussi que le Nord Kivu intervient dans des formations jusqu'au Maniema à Lubuntu. Nous intervenons. Parce que nous sommes beaucoup plus proches par vol d'oiseau, par avion. Nous arrivons beaucoup plus rapidement à Lubuntu que les gens du Maniema de Kindu pour arriver à Lubuntu, parce qu'ils doivent prendre des moyens qui sont un peu difficiles pour arriver là-bas. Alors nous intervenons jusque-là. Donc à Walikale, nous donnons des formations et ils savent qu'ils sont bénéficiaires des formations de l'INPP. Et c'est pour cette raison que nous étions motivés déjà d'avoir un terrain, nous en avons. Voilà. Alors, en parlant de l'évolution de l'INPP Nord Kivu, aujourd'hui vous êtes allé au-delà de, on peut dire, vous avez élargi votre plan jusqu'à aller former des gens qui sont des démobilisés, des groupes armés, des femmes rescapées et victimes de viol. Ça c'est dans la 4e partie. Mais en passant, est-ce que ça figure parmi les objectifs de l'INPP ici au Nord Kivu, ou c'est quelque chose que vous avez voulu faire pour accompagner ces personnes qui ne se sentent pas lésées, qu'ils soient réintégrés dans la communauté? Oui, les démobilisés, ce sont des Congolais. Ce sont des Congolais. Et on ne forme pas seulement les Congolais. Hein. La formation s'adresse à tout celui qui a besoin de qualifications, qui a besoin de perfectionnement. Tout celui qui peut développer ses capacités, ses compétences. Donc tout le monde. Ça ne s'adresse pas simplement aux Congolais. Et ces démobilisés, ce sont des citoyens, ce sont des personnes humaines qui ont besoin d'une certaine qualification. On y reviendra à la 4e partie. Je vais vous dire en détail de quoi il est question. Mais l'INPP a un volet social. C'est une entreprise à caractère social. Et qui doit permettre l'évolution des vies des gens. En leur donnant une certaine qualification, en améliorant leurs capacités professionnelles. Voilà. Donc, tout celui qui peut chercher la qualification, tout celui qui peut chercher à améliorer ses compétences, s'il vient à l'INPP, il trouve sa place. Parce que l'INPP est apolitique. L'INPP ne voit pas de couleurs politiques. Vous pouvez être opposant, vous pouvez être du pouvoir. À l'INPP, on ne vous connaît pas sous cette casquette. On vous connaît simplement que vous avez besoin d'une qualification. Et vous en avez droit.
quelle que soit votre obédience, même si vous êtes prisonnier, si vous voulez une amélioration des compétences, vous venez. Même si vous êtes séropositif, vous venez. Donc tout le monde, sans discrimination. Chez nous, il n'y a pas de discrimination. C'est pourquoi l'INPP, c'est une parenthèse, l'INPP se doit d'être protégé par tous. Tout le monde doit protéger l'INPP parce que l'INPP est utile à tous, sans discrimination. Voilà. Alors, est-ce qu'il y a certaines personnes il y a des gens qui ont des idées pareilles, ils disent que bon, il y a l'INPP qui est là, je compte parce que j'ai fait beaucoup de chèques, par exemple, dans mon cursus scolaire, je ne n'étudie plus, je vais faire l'INPP. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que l'INPP aussi existe? Bon, l'INPP n'est pas là pour les personnes qui ont échoué dans la vie. Et vous, quand vous venez à l'INPP, même si vous étiez découragé, déçu de la vie, nous vous disons que c'est le début de votre vie. Il faut oublier les échecs. Donc nous, quand nous recevons les gens, nous ne voyons pas les déçus. Nous ne voyons pas des personnes qui sont marginalisées. L'INPP est là pour donner la qualification professionnelle. D'ailleurs, là c'est également une occasion pour moi de m'adresser aux jeunes. La plupart des jeunes pensent que faire l'université, avoir un diplôme de licence, de graduat, c'est ça, réussir dans la vie. Je ne dis pas que si vous avez le diplôme de licence, vous n'allez pas réussir. Hein. C'est aussi un aspect. Vous pouvez bien réussir. Moi-même, je suis en train de réussir. D'autres ont réussi avec des diplômes de licence. Mais ce n'est pas tout le monde qui doit réussir avec le diplôme de licence. Mais tout le monde peut réussir avec un métier. Avec un diplôme de licence, tout le monde ne peut pas réussir. Parce que l'enseignement universitaire, j'en avais parlé même avec le recteur que je salue en passant, que l'enseignement universitaire, c'est un enseignement élitiste. C'est un enseignement qui est réservé au cadre de conception, aux dirigeants du pays. Et tout le monde ne peut pas être dirigeant. Tout le monde ne peut pas être dirigeant. C'est pourquoi cet enseignement est sélectif. Il ne s'adresse pas à tout le monde. Ça s'adresse à quelques personnes. Et beaucoup de gens doivent être des techniciens. Beaucoup de gens doivent apprendre des métiers. Et ce sont les métiers qui développent le pays. S'il y a beaucoup de licenciés dans un pays, c'est comme une armée mexicaine. L'armée qui est constituée de généraux seulement. Il n'y a pas des hommes de troupes. Je crois que là vous me comprenez. Oui. Voilà. Il n'y a pas de hommes de troupes. Il faut qu'il y ait très peu de généraux qui conçoivent les techniques de guerre, qui conçoivent tous les plans de guerre, et qu'il y ait beaucoup d'hommes de troupes. Voilà. C'est ça la meilleure chose pour le développement d'un pays. Donc s'il y a beaucoup de techniciens, beaucoup de gens qui apprennent les métiers, qui gagnent d'ailleurs beaucoup d'argent, je vous l'ai dit, plus que certains licenciés ici, si ces gens existent, le pays va vers son développement. Et bien entendu, il mérite un encadrement. Le pays va vers son développement. Là, je vous dirai à un certain moment, ce que j'ai vu au Japon. Le Japon, s'il s'est développé, ce n'est pas à cause des universités. C'est à cause des métiers. L'histoire du Japon est claire. Ce sont les métiers. Mais ici, chez nous, nous pensons que aller à l'université, c'est développer le pays. Non, c'est parfois amener le pays dans la désolation. Parce que tout le monde voudra être dirigeant. Et si tout le monde veut être dirigeant, c'est déjà un problème. C'est déjà un problème. Il y a toujours un seul dirigeant et d'autres collaborent avec ces dirigeants pour amener le pays vers le développement. Là, ça va. Et c'est comme ça que nous on ne décourage pas les gens à aller à l'université, mais nous disons clairement que ce n'est pas l'université qui développe le pays à lui seul, à elle seule. Il faut que nous puissions avoir des techniciens. Et ces techniciens ne peuvent être que des gens qui apprennent des métiers. Et ces métiers s'apprennent à l'INPP.
Voilà. Alors, est-ce qu'on peut dire que l'INPP Nord Kivu est en train d'atteindre ses objectifs, d'atteindre vraiment ses cibles choisies pour ces domaines d'intervention? Oui, nous sommes en train de le faire, même si les moyens ne sont pas toujours réunis, parce que vous savez, notre province ici a une population très très jeune. Et si il suffit d'être à l'arrêt d'un bus, vous allez voir, quand vous recueillez un échantillon de la population que vous allez trouver là-bas, vous allez voir que plus de 60% ce sont des jeunes. Et ces jeunes-là, c'est ça la vie même du pays, la vie de la communauté, et c'est ça même l'avenir de notre nation. Et ces jeunes-là sont très nombreux, tels que les moyens actuels de l'INPP ne permettent pas de les atteindre tous. Alors, Monsieur José, qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux moyens de l'INPP Nord Kivu? Vous avez des moyens de bord ou un financement qui vous permet d'effectuer tous ces travaux ou vous financez localement? Bon, nous avons d'abord un financement local, les cotisations patronales. Et ça, c'est ce que l'État nous a mis à notre disposition comme source de financement chez nous. Bon, il y a 50% qui doivent venir des cotisations patronales et les 50 autres % subsides de l'État. Bon, ça ne vient pas parce que vous savez, notre État est aussi en difficulté. Et nous pensons que, comme les textes gardent encore cet élément, et je crois que l'État va aussi prendre sa part. Donc de nous donner 50% de notre budget. Et les moyens, nous avons aussi des partenaires. C'est là que nous devons remercier notre ADG Chikouya Maurice, qui prend beaucoup de contacts avec le Japon aujourd'hui, et avec l'Égypte, avec la Corée, avec la France, parce que nous sommes avec l'AFD aujourd'hui, avec l'Italie, avec beaucoup de pays qui nous viennent en aide. Là, je vais vous dire que nous venons de recevoir un matériel très très important en menuiserie, en mécanique générale, qui devrait être installé. Nous sommes en train de chercher les moyens justement pour installer ces machines. C'est un don de l'Égypte. Un don de l'Égypte au peuple congolais. Ce ne sont pas mes machines à moi, parce qu'il y a certaines personnes qui peuvent dire bon, ce sont les machines de M. Massoud, le directeur. Non, ce ne sont pas mes machines. Ce sont les machines de la population congolaise, de tous ceux-là qui ont choisi le Congo comme pays de résidence. Parce que la formation ne s'adresse pas seulement aux Congolais, à tous ceux-là qui en ont besoin et qui vivent au Congo, parce que ça ne se donne qu'au Congo. Un l'INPP n'intervient qu'au Congo. Mais si quelqu'un provient même d'un pays limitrophe, d'un autre continent, et il vient à l'INPP, on va le recevoir et il va recevoir la formation qu'il a demandé. Voilà. Donc les moyens, nous avons les moyens de bord d'abord, parce qu'une main qui n'a rien, on ne peut pas aussi ajouter quelque chose. Oui, c'est ça. Voilà. C'est lui qui en ajoute. Voilà. Et nous avons quelque chose, on est en train de nous ajouter. Mais tout ça, ce n'est pas très très suffisant au jour d'aujourd'hui. Nous tendons encore la main au pouvoir public, au gouvernement provincial, tenu par son Excellence Julien Paloukou aujourd'hui. Nous tendons la main aux agents des Nations Unies, ceux-là qui luttent contre la criminalité, ceux-là qui luttent contre les viols, qui luttent contre le chômage des jeunes, qu'ils appuient l'INPP par leurs moyens, de manière à ce que nous puissions encadrer ces gens-là, ces jeunes. Mais nous les encadrons déjà. On encadre les enfants qui sont sortis des forces et groupes armés, on encadre les femmes violées, on encadre les personnes déshéritées, on les encadre. Même ceux qui sont dans les entreprises, on les encadre. Voilà. Voilà, nous allons revenir après quelques minutes avec vous, M. José Massoudi Barouani. Et nous rappelons que vous êtes le directeur provincial de l'Institut national de préparation professionnelle INPP Nord Kivu. Vous êtes notre invité d'Qui est-il aujourd'hui, c'est dimanche 8 novembre 2015 sur Kivu 1. Nous allons revenir pour parler des formations que l'INPP donne, quels sont ces types de formations et les modules qui sont donnés souvent par l'INPP durant les vacances et même en jour ouvrable, monsieur le directeur provincial. Merci.
De retour dans ce studio Blé Majorel avec Monsieur Massoudi Barouani pour nous parler des formations qui sont données à l'INPP, l'Institut National des Préparations Professionnelles. Alors nous allons savoir tout sur ces formations qu'il donne, quels sont les matériels qui sont là pour ces formations, quelles sont les filières ou ces modules qui sont dispensés pendant les vacances ou à jour ouvrable. Est-ce que ce sont les mêmes programmes de chaque jour? Monsieur Massoudi, quelles sont les formations que vous donnez chez vous à l'INPP? Je vais commencer par nos enfants. Donc, les vacances. Pendant les vacances, nous organisons certaines formations à l'intention de nos enfants. C'est comme une colonie de vacances. Parce que les enfants doivent apprendre mieux. Et nous avons dit, parce que l'objet social de l'INPP n'est pas de former les enfants, mais nous les recevons pendant les vacances comme colonie de vacances. Et nous leur donnons certaines formations ciblées, notamment l'informatique, la manipulation de l'outil informatique. Et nous avons constaté, parce que nous avons des enfants dans des écoles, que l'usage de l'outil informatique est beaucoup plus en vogue aujourd'hui. Et que nos enfants doivent se rassurer de maîtriser cet outil informatique. Et pendant les vacances, au lieu de les laisser déambuler, de les laisser se créer des problèmes, et les autres vont même se noyer dans les lacs, nous disons, ces enfants peuvent passer à l'INPP pour suivre la formation en informatique. Comme ça, ils manipulent l'outil informatique, et ceux de parents qui ont des moyens peuvent aussi acheter des ordinateurs à leurs enfants. Comme ça, après cette formation à l'INPP, les enfants continuent à utiliser l'outil informatique, pas pour suivre les films, hein, j'ai dit très bien, mais pour savoir traiter les textes, traiter les tableaux, hein, et des diapos, ainsi de suite. Voilà, parce que c'est intéressant. C'est très important, et c'est ce qui se passe dans d'autres pays, de cette manière-là. Et même dans des écoles, on a même introduit certaines formations en informatique. Et cette formation en informatique dure certainement combien de temps, pendant combien de temps vous formez ces enfants en informatique? Pendant 45 jours. Parce que les vacances, ça prend 2 mois, et nous prenons 45 jours pour ces enfants. Alors pensez, dans 45 jours, avec tous les modules dispensés, les enfants sont déjà capables à manier l'outil informatique. Nous y allons par étapes. D'abord, on leur donne le traitement de texte, WED, et après avoir donné, si nous nous rassurons que les enfants peuvent déjà saisir les textes et imprimer, on passe à un autre niveau, comment traiter les tableaux Excel. Mais le premier module qu'on donne à ces enfants, parce que nous ne sommes pas aussi appelés à leur pomper une matière qui va les dépasser, nous y allons mollo mollo. Donc d'abord le traitement des textes, et puis le traitement des tableaux. Voilà. Alors il y a certainement un prix qui amène ces enfants d'avoir accès à cette formation, un prix que vous fixez pour l'inscription, ou la formation est gratuite? Non, pour les enfants, parce que l'attestation de fin de stage que nous donnons chez nous coûte $20, le prix fixé par la direction générale. Et toute la formation ne coûte pas ça. Ça, c'est l'attestation de stage, de fin de formation seulement. Alors, pour ces enfants, comme c'est le volet social,
nous nous considérons comme parents, nous disons l'INPP va s'investir là-dedans. Nous faisons payer à ces enfants seulement les $20 et le coût de la formation n'est plus retenu. La formation elle-même, elle est gratuite. Mais à la fin de cette formation, on donne l'attestation. Elle est gratuite pour ces enfants. Voilà. Et aussi, nous donnons l'anglais. Vous savez, ici au Nord Kivu, à Goma spécialement, à Beni, à Butembo, nos enfants voyagent